Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les chantiers qui attendent Béji Caïd Essebsi sont nombreux. Le nouveau président de la Tunisie sera intronisé le mercredi 31 décembre et ce ne sont pas les dossiers qui manqueront sur son bureau. Il s'agit notamment des domaines sensibles tels que la sûreté nationale, la défense et les relations extérieures ou encore l'économie. La MINUSCA atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine sera ainsi dans sa pleine capacité opérationnelle. Parallèlement, la présidente de transition, Catherine Samba Panza, appelle à l'accélération du processus de sortie de crise. Et enfin, des troubles sociopolitiques en Côte d'Ivoire ayant touché le pays, ce sont désormais du passé. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste mouvement de réforme qui semble porter ses fruits. L'objectif du gouvernement est d'en faire un pays émergent d'ici à 2020. Les précisions dans ce journal. En Tunisie, le vainqueur de la présidentielle Béji Caïd Essebsi sera investi ce mercredi à la présidence après avoir prêté serment devant le Parlement. Le pays entrera ainsi dans la période post-transition qui, nous le verrons, regorge de défis tant sur le plan politique qu'économique, comme nous l'explique Christelle Dayabaya. C'est la date du mercredi 31 décembre 2014 qui est finalement retenue pour la prestation de serment du nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Aucun recours n'a été présenté au tribunal administratif jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dimanche 28 décembre 2014. À cela s'ajoute la proclamation officielle et définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce lundi par l'instance supérieure indépendante des élections. De vastes chantiers attendent le nouveau président tunisien. Il s'agira essentiellement de relever économiquement le pays et surtout faire face à la flambée des attaques terroristes. Les enjeux pour lui vont être absolument colossaux. Le chômage est galopant, la balance commerciale est désastreuse, les réserves en devises sont absolument calamiteuses et donc il y a besoin de redonner de la confiance, ne serait-ce qu'au plan économique. Au plan de la sécurité, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une armée complètement déliquescente, une police qui n'est plus capable de maintenir de l'ordre et puis en définitive une population qui n'a plus peur et donc n'obéit plus. Il y a besoin de restaurer cette confiance-là. Au plan international, les enjeux sont là encore importants. La Tunisie a totalement disparu de la scène internationale, maghrébine, méditerranéenne ces dernières années. Autre défi à relever, préserver l'unité nationale. Béji Caïd Essebsi a été élu au second tour de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Par ailleurs, avant de prêter serment et devenir officiellement le président de tous les Tunisiens, Béji Caïd Essebsi devra démissionner du parti Nida Tounes dont il est le président. Dans le reste de l'actualité, Karim Wade reste en détention au Sénégal. L'ancien ministre sénégalais reste entre les mains de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ses avocats avaient déposé il y a une semaine une demande de remise en liberté provisoire auprès des magistrats, mais sans résultat. Pour la Cour, sa libération provisoire présente un risque trop grand de troubles de l'ordre public. Plus d'hommes et de logistique en République centrafricaine. Les 10 000 hommes de la MINUSCA seront déployés début 2015. Une pleine capacité qui permettra d'assurer la sécurité et permettre d'aller résolument vers la paix et la réconciliation nationale. Le point avec Birama Saounera. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. Ceci permettra à la MINUSCA d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle dans ce pays en proie à un conflit armé depuis plus d'1 an. Déployée en septembre dernier avec pour mission de consolider la paix fragile que connaît le pays, la force militaire onusienne compte bien aller au bout de sa mission. Les perspectives sécuritaires pour 2015 seraient encourageantes à condition que les responsables hiérarchiques des groupes armés encouragent leurs combattants sur la voie de la paix. Nous aurons à partir du début 2015, à l'horizon février-mars, la totalité de nos forces. Quelques 10 000 hommes prêts seront à l'œuvre. Cette pleine capacité nous permettra d'assurer pleinement la sécurité et surtout de suivre les conclusions qui seront prises lors du forum de Bangui afin de permettre à chacun d'aller résolument vers la paix et la réconciliation. La montée des violences inquiète les dirigeants en République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle ils appellent à une accélération du processus de paix et de réconciliation.
Nous devons accélérer le processus de sortie de crise dans notre pays. Nous devons résolument avancer sur les questions de sécurité et de justice. En dépit des améliorations enregistrées, la situation sécuritaire reste précaire. Ainsi qu'en témoignent les incidents survenus à Bangui au mois d'octobre dernier et ceux déplorés dans plusieurs de nos localités ces dernières semaines. La communauté internationale qui nous accompagne attend surtout de nous des signaux forts sur les questions politiques et institutionnelles, notamment en ce qui concerne le processus du dialogue national inclusif. Pour trouver une solution à la crise politico-sociale que traverse le pays, un forum est prévu en début février 2015 à Bangui. Cette rencontre devra concrétiser les accords de cessation des hostilités de Brazzaville et constituera une étape indispensable avant les élections de 2015. Dans le nord du Mali, les tensions se poursuivent entre groupes armés favorables à l'État malien et ceux qui s'opposent aux autorités de Bamako. C'est précisément à Bamba, dans la région de Gao, que des accrochages avaient déjà eu lieu la semaine dernière. Ce lundi 29 décembre, c'est un véhicule de la branche rebelle du mouvement arabe de l'Azawad qui a été pris pour cible. En face se trouvaient deux groupes favorables à l'État malien, à savoir le mouvement Touareg d'autodéfense Gatia et ses alliés du MAA branche pro-Bamako. Nouvelle reddition de combattants FDLR ce dimanche dans le nord et le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, des cérémonies se sont tenues en présence de la mission de l'ONU. Le gouvernement congolais encourage cette démarche et souhaiterait voir se renouveler ces opérations pour mettre fin à la présence de ce groupe armé sur le territoire. Aminata Diak. République démocratique du Congo, de nouvelles redditions de combattants FDLR ont eu lieu ce dimanche 28 décembre 2014 au nord et sud Kivu. Des cérémonies ont été organisées dans les deux localités en présence de la mission de l'ONU dans le pays. Au total, 150 combattants ont été désarmés, mais pour certains acteurs politiques, il ne suffit pas seulement que les rebelles rwandais déposent les armes. Nous avons demandé à ce que les FDLR, qui sont les groupes armés rwandais, rentrent chez eux à Kigali. C'est tout ce que nous avons demandé et nous dénonçons aussi, la délocalisation de ces militaires-là de Goma vers Kisangani. Nous ne pouvons pas continuer de vivre toujours avec des aventures, des scénarios de mauvais goût que le pouvoir de M. Kabila nous a habitués. Donc il faut que cela s'arrête. Nous demandons, nous exigeons à ce que ces groupes armés de FDLR rentrent à Kigali. C'est ce que nous demandons. Pour certains spécialistes, les redditions des combattants FDLR prennent du retard car ces derniers mettent des conditions difficilement acceptables pour le gouvernement rwandais. Ce qui pose un problème au niveau de reddition des FDLR, c'est surtout parce que beaucoup de militants, beaucoup de combattants exigent d'abord les négociations avec le pouvoir de Kagame, ce que le pouvoir rwandais ne veut pas. Et en même temps, c'est qu'ils veulent toujours garder la main pour faire le commerce des mines ou autre. Et deuxièmement, c'est qu'il faut souligner, c'est que ces combattants bénéficient d'une certaine complicité, éventuellement de certains pays. L'Organisation internationale sur la région des Grands Lacs ainsi que la communauté internationale ont laissé aux 1400 combattants FDLR jusqu'au 2 janvier 2015 pour rendre les armes sous peine d'y être contraints par des opérations armées. Les autorités congolaises, quant à elles, affichent la fermeté et affirme qu'il n'y aura pas de nouvelle date butoir selon certaines sources. Reprise du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo ce lundi 29 décembre. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo est jugée aux côtés de plusieurs autres personnalités de l'ancien régime. Les détails de ce procès nous sont expliqués par Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. La première journée de ce procès a permis de lire l'acte d'accusation, le renvoi devant la cour d'assises sur la base des enquêtes du juge d'instruction. La lecture a duré 4 heures de temps. Pendant 4 heures de temps, les charges ont été indiquées et il a été reproché un certain nombre de choses à Simone Gbagbo, à Afi ça et à l'ensemble des prévenus. Les avocats vont faire des observations là-dessus ce matin et l'audition des témoins à la barre aussi va commencer aujourd'hui. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'exceptions et d'irrégularités qui ont été soulevées par la défense, ce qui est normal. Et toutes ces
malversations et irrégularités qui avaient nature peut-être à faire reporter le procès et à prendre des décisions pour se conformer aux exigences de la défense ont été rejetées ou ont été ramenées dans le fond. 2014 tire sa révérence pour laisser place à une nouvelle année certainement riche en événements. Nous verrons en tout cas que c'est le cas en Côte d'Ivoire où la population espère voir la poursuite des avancées, notamment sur le plan économique, comme nous l'explique Kessie Weby-Martel. Au plan économique, la Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants avec un taux de croissance pour 2014 prévu à 9%. C'est dans cette dynamique que le budget 2015 a été établi à 5 000 milliards de francs CFA. Un tiers de ce dernier sera d'ailleurs consacré à l'investissement et à la réduction de la pauvreté. Le budget 2015 prévoit une dotation de 164,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture, notamment à travers les subventions pour le secteur coton, la filière risicole, et une dotation de l'ordre de 13 milliards de francs CFA a été inscrite spécifiquement pour des dépenses ciblées sur l'emploi. La Côte d'Ivoire figure parmi les top 5 des pays au taux de croissance le plus élevé au monde. Dans l'objectif de passer à une croissance à 2 chiffres, de grandes infrastructures économiques sont sorties de terre en 2014. Au premier rang, le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier. D'un coût de 152 milliards de francs CFA et long de 6,7 km, ce pont devrait permettre de désengorger la capitale économique ivoirienne. Le troisième pont étranger, précisément, ça nous arrange bien. Parce que quant à moi, si la route est bien faite, ça nous donne davantage de clients et notre activité, ça va beaucoup marcher. Pour aller plus loin, la Côte d'Ivoire ambitionne également de dynamiser l'un des piliers de son économie nationale, le secteur cacao. En plus de sa position privilégiée dans la production, la Côte d'Ivoire entend mettre tout en œuvre pour se hisser à la première place dans le domaine de la transformation de la matière. Le pays a annoncé qu'elle achèterait 70 à 80% de la récolte anticipée afin d'assurer la stabilité de ses revenus et de ceux des planteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.